Beaucoup de gens pensent que nos ancêtres s'exprimaient au moyen de grognements monosyllabiques. Mais selon une nouvelle étude de l'Université d'Australie occidentale, il pourrait en être autrement. Le but premier de toute langue est de transmettre une signification, n'est-ce pas? Les chercheurs pensent donc que la communication averbale est très probablement apparue avant le langage oral. Pour éprouver cela, ils ont demandé à un groupe de personnes de se livrer à un jeu de communication similaire aux charades. On a placé des gens issus de différentes cultures et qui parlaient différentes langues dans une même pièce, et on leur a dit de ne communiquer qu'au moyen de gestes. Les grognements n'étaient pas autorisés, et les résultats se sont avérés surprenants. Les chercheurs ont ainsi observé que de nombreux gestes semblaient avoir une signification universelle. De cette façon, les gens se comprennent plus facilement qu'avec n'importe quel type de vocalisation. Si je fais la forme d'un cœur avec mes mains, tu comprendras ce que je veux dire. Ou pas. En parlant de langue, savais-tu que la dernière lettre ajoutée à l'alphabet latin n'était pas le Z? C'est en fait le J. Et ce n'est pas non plus une coïncidence si I et J se trouvent côte à côte. Ils ont commencé par être la même lettre. J était juste une façon plus élégante de tracer un I. Avec le temps, le J a obtenu son propre phonème et est devenu une lettre à part entière. Les abeilles sont des créatures fascinantes. Elles jouent un rôle crucial dans la vie des gens. Déjà, il y a leur délicieux miel. Mais elles sont aussi les meilleures pollinisatrices qui soient. Nous avons perpétuellement besoin d'elles pour contribuer au cycle de renouvellement de nos réserves de nourriture. Il est vrai que certains peuvent avoir peur de leur dard, mais les abeilles ne piquent que si elles se sentent menacées. Le pire, c'est que les abeilles ne survivent que rarement après t'avoir piqué. Ces insectes sont incapables de retirer leur dard barbelé de ta peau. Et ce dard fait partie intégrante du tube digestif, des nerfs et des muscles de l'abeille. Après avoir perdu tout cela, la minuscule créature ne peut guère s'en sortir vivante. La garniture qu'on trouve dans les gaufrettes Kit Kat est fabriquée à partir d'autres Kit Kat. Lorsque quelque chose cloche pendant la production, par exemple lorsqu'une barre Kit Kat a trop de bulles ou présente d'autres imperfections, rien n'est perdu. Ces friandises sont de nouveau fondues en une pâte. Et ensuite, ces Kit Kat de récup sont utilisés pour remplir d'autres barres de Kit Kat. L'oréologie est un domaine pseudo-scientifique qui étudie les Oreos. Oui, les fameux biscuits. L'écoulement et la rupture des Oreos font en effet l'objet de plusieurs expériences. Ces chercheurs font tout ce qui est en leur pouvoir pour résoudre cette question. Pourquoi toute la crème ne reste-t-elle que sur un côté de l'Oreo? Prends un Oreo lambda et scinde-le en deux comme tu le ferais habituellement. Tu vois ce que je veux dire? Les rhéologues, pour leur part, sont des physiciens qui étudient la déformation et l'écoulement de fluides complexes. Après avoir analysé la garniture des Oreos, ils l'ont classée dans la catégorie des fluides à seuil de contrainte. Ce sont des fluides qui sont mous lorsque tu ne les déranges pas et qui s'écoulent lorsqu'ils sont soumis à une forte contrainte. Non, cela ne veut pas dire que les Oreos soient malmenés. Cela signifie que la crème à l'intérieur se comportera en fonction de la pression exercée en ouvrant le biscuit. L'astuce qui t'aiderait à répartir la crème en une simple torsion. Si tu fais tourner les deux moitiés de ton Oreo lentement et régulièrement, cela réduira la contrainte et permettra très probablement à la crème de rester sur les deux côtés du biscuit. Essaie par toi-même et laisse-nous savoir si ça se passe pour toi. En attendant, les oréologues ont mis au point une machine spéciale pour procéder à ce test. Tu as déjà entendu parler d'un oréomètre? Il a été conçu spécialement pour séparer les Oreos à une vitesse et un angle optimaux, et 1 point pour la science des biscuits. C'est un bel après-midi et tu regardes le ciel. Attends, c'est quoi ces petits points qui se déplacent en ligne sinueuse? Ils ne sont visibles que pendant un court instant. Tu pourrais même les confondre avec des moustiques. Ce sont tes globules blancs. Ils se déplacent à l'intérieur des capillaires qui traversent la partie avant de la rétine de tes yeux. Ce qui est drôle, c'est que la plupart des gens ne remarquent pas les points jusqu'à ce que quelqu'un leur demande d'y prêter attention. Le Ring of Fire n'est pas seulement le nom d'une chanson de Johnny Clash, il désigne aussi une zone en forme de fer à cheval dans l'océan Pacifique. Elle fait environ 40 000 km de long et contient environ 450 volcans. Sur le plan sismique, c'est l'endroit le plus actif de la Terre. Plus de 75% de tous les volcans actifs et endormis du monde sont situés dans la ceinture de feu. Pas étonnant qu'environ 90% de tous les tremblements de terre se produisent aussi dans cette région. Oh, et d'ailleurs, la fosse la plus profonde de la planète se trouve aussi là-bas.
La fosse des Mariannes est l'une des attractions les plus célèbres de la ceinture de feu. Son point le plus profond, le Challenger Deep, se trouve à 11 000 mètres sous le niveau de la mer. Fait amusant, avant l'apparition de la télévision couleur dans les années 1950, 75% des gens auraient affirmé avoir des rêves en noir et blanc. Mais de nos jours, la même étude a révélé que seulement 12% des gens rêvaient encore ainsi. Les scientifiques pensent avoir trouvé une explication à cela. Il s'avère que ceux qui avaient grandi en regardant la télévision en noir et blanc faisaient plus souvent des rêves monochromes. Pourquoi cet air si sérieux ? Dans les années 1800, posséder une photo de soi était un grand luxe. Et sourire sur les photos était considéré comme enfantin, voire même irrespectueux. Sans même parler de l'orthodontie de l'époque. Les photographes disaient aux gens qui posaient pour leurs photos de dire « prune » au lieu de « cheese ». Ce mot permettait de donner un air digne aux gens. Et c'est pourquoi nos ancêtres ont tous l'air d'avoir mangé un truc qui ne passe pas avant de poser pour la photo. Lorsque tu vas quelque part dans ta ville en bus, tu n'es pas obligé de porter de ceinture de sécurité. On pourrait penser que cela va à l'encontre de toutes les règles de circulation en vigueur, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les bus n'ont pas de ceinture de sécurité. En cas d'urgence, les passagers doivent pouvoir descendre aussi vite que possible. S'ils ont mis leur ceinture de sécurité, ils perdront un temps précieux à la détacher. Deuxièmement, un bus est un véhicule lourd. En cas d'accident, il met plus de temps à s'arrêter qu'une voiture. Ainsi, même si les passagers ressentiront l'impact, ils ne seront pas si gravement blessés. C'est aussi la raison pour laquelle les gens sont autorisés à rester debout dans un bus en mouvement. Imagine que tu es un rencard et que tu aies accidentellement, ou non, commandé une pizza à l'ail. Tu inspectes tes poches et... oh non, tu n'as pas apporté tes pastilles à la menthe avec toi. Ne t'inquiète pas, cette petite astuce peut t'aider à te sortir du pétrin. Tout ce que tu dois faire, c'est commander une salade de concombre avec ça, ou n'importe quel plat à base de céleri. Ces légumes fibreux peuvent absorber les bactéries responsables des odeurs et t'aider à te débarrasser de ta mauvaise haleine. Essaie de garder une tranche de concombre entre ta langue et ton palais. Ce sera la même chose, voire mieux, qu'un bonbon à la menthe. Voici une devinette pour toi. Une moustache pointue, des horloges qui fondent et le logo de Chupa Chups. Qu'est-ce que ces choses ont en commun ? Eh bien, il s'avère que Salvador Dali est la personne qui a conçu le logo de Chupa Chups. L'artiste surréaliste a également suggéré que le logo soit placé sur le dessus de la sucette pour que les gens puissent le voir à tout moment. La Statue de la Liberté, lorsqu'elle est arrivée à New York, n'était pas verte. Elle était de la même couleur qu'1 centime, cuivrée donc. Elle est devenue verte avec le temps, en raison du processus d'oxydation. Mais elle est toujours chouette, n'est-ce pas ? Il y a vraiment une différence entre le chocolat américain et le chocolat européen. Mais pourquoi n'ont-ils pas le même goût, te demanderas-tu ? La réponse est simple, des réglementations différentes. Le chocolat européen doit contenir au moins 14% de matière sèche de lait, alors que la quantité minimale aux États-Unis n'est que de 12%. Cela signifie que le chocolat européen est un peu plus crémeux. Il est aussi plus chocolaté car il contient davantage de cacao. Les experts ont procédé à des expériences sur la forme des chips jusqu'à ce qu'ils obtiennent enfin la forme idéale. Cette forme incurvée que nous associons aux chips possède même un nom scientifique, le paraboloïde hyperbolique. Cette forme permet aux chips d'éviter de gros problèmes. Si elles avaient une autre forme, elles se briseraient immédiatement en morceaux une fois mises dans un sachet. Mais la forme incurvée les aide à demeurer en un seul morceau. Tu as peut-être remarqué une approche similaire en architecture, lorsque les dômes et les arches renforcent la structure d'un bâtiment.